Comment ils vont? L'heure est grave avant le Mexique, les gars. Parce que certains ont des soucis. Lando Norris a un gros problème. Sergio Pérez est très embêté. La FIA, n'en parlons pas. C'est chaud, hein. On va voir ça dans cette vidéo et on va parler du circuit de Mexico qui est un peu difficile à appréhender. J'oublie pas Ferrari qui peut aussi faire une dinguerie. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Mexique. Lando Norris a un gros souci. Cette course devrait vous faire vriller. On pourrait voir une bataille à 4. Je crois pas que vous soyez prêts pour ce qui va se passer. Allez, on en parle. Les gars, je tiens à vous remercier d'être autant à me suivre sur la chaîne. Je demande l'abonnement à chaque vidéo, je sais. Mais voilà, merci à tous ceux qui ont cliqué sur la clochette. Pour les autres, vous savez quoi faire. Rajoutez un petit pouce levé, on sera bien. Bonne vidéo. Le premier point chaud avant ce week-end, c'est le circuit de Mexico. Alors pas d'inquiétude, hein, je n'ai pas changé la structure de la preview. On fait toujours le tour du circuit ensemble en fin de vidéo. D'ailleurs, bougez pas parce qu'il est impressionnant. Mais en fait, il y a un truc particulièrement incroyable avec ce tracé, c'est l'altitude à laquelle il se trouve. On parle de 2238 mètres. Alors vous vous dites que c'est peut-être pas important, que ça change pas grand-chose, mais détrompez-vous. Parce qu'au contraire, ça change absolument tout. D'abord parce que là où la pression de l'air diminue de 20% et sa densité est réduite de 25%. C'est le cas pour les humains, mais aussi pour les machines. Évidemment. Et ça, c'est important. Parce que ce manque d'oxygène, il va avoir un impact sur les moteurs, sur les freins et sur les pneus. Donc sur tout, en fait. Après, ne croyez pas que ça va faire aller les voitures plus lentement, on devrait même voir l'effet inverse. Et oui, parce que moins d'air égale moins de traînée aéro, donc on y verra sûrement des vitesses de pointe assez folles. J'espère que vous êtes prêts. Ce qui est aussi très compliqué pour les équipes, c'est qu'il y a un énorme challenge sur le refroidissement du moteur et des freins. Ce week-end, des ouïes, on devrait en voir sur les voitures. Mais laissez-moi revenir sur l'effet de l'altitude sur la traînée 2 minutes. Je vous ai dit que cet effet était réduit, il y aura donc plusieurs conséquences à ça. D'abord, les voitures qui ont un souci avec ce phénomène seront soulagées, et logiquement, le DRS devrait avoir un effet moins important sur ce circuit. On l'observe d'ailleurs chaque année. Autre élément important les gars, et je dirais même fondamental, s'il y a moins d'air, il y a aussi forcément moins d'appui, ce qui est évidemment hyper important pour une Formule 1. Du coup, vous devriez voir des réglages vraiment très bizarres sur les voitures. Par exemple, les ailerons seront chargés comme sur des circuits comme Monaco, donc ne vous étonnez pas si vous voyez des ailerons arrière très braqués alors qu'il faut beaucoup de vitesse de pointe. Enfin, tout ça aura une incidence sur la variable pneumatique, comme toujours. Moins d'appui veut dire plus de difficultés, donc plus de glissade, du grading, donc des challenges bien sympas pour les pilotes. Perso, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et si on assistait à une vraie bataille à 4 à Mexico? Parce qu'avec ce qu'on a vu à Austin, il y a moyen que ce soit ce vers quoi on s'en va. La McLaren est toujours assez forte, même en difficulté comme on l'a vu dimanche dernier. Elle fait la pole et en vrai, elle doit être sur le podium. La Ferrari est la voiture à battre un week-end sur deux. Depuis Monza, ils marquent 126 points, McLaren 140 et Red Bull 70. Ils sont à prendre en considération partout depuis leur dernière évolution. Côté Red Bull, on est historiquement très efficace à Mexico. Ils gagnent facilement les 3 dernières éditions, rappelez-vous. Et Mercedes pourrait surprendre si elle arrive à faire fonctionner sa voiture. Messieurs, dames, nous avons une belle recette devant nous. Alors je sais que le tracé de Mexico offre souvent des purges, mais cette saison 2024 a quand même tendance à nous surprendre. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je me dis qu'on pourrait avoir une belle bataille. Et quand on regarde de plus près, on peut se demander s'il n'y a pas moyen que le championnat prenne une autre tournure ce week-end. En fait, il est possible que Red Bull ait plus de difficultés sur ce circuit. Alors ils ont compris les soucis de cette voiture après Monza, et ont réglé pas mal de choses avec l'upgrade apporté à Austin. Ça on l'a dit et redit. Mais là, il y a plusieurs choses qui font qu'on peut imaginer que ça sera plus difficile pour eux. D'abord, le circuit. Sur ce genre de tracé qui comporte pas mal de virages à basse vitesse, ils ont été en difficulté pour des raisons diverses à travers la saison. Des soucis, ils en ont eu une flopée avec cette voiture. Et ça a toujours été plus exacerbé sur ce genre de tracé. Ensuite, il y a les conditions atmosphériques du Mexique qui pourraient aussi jouer. Sur les freins, sur les pneus, sur le refroidissement de cet RB20 qui a tant mis de sueur froide aux ingénieurs, donc ce sera à suivre. Alors c'est des choses qui pourraient impacter les autres équipes aussi. Mercedes pourrait par exemple aussi subir ce qu'elle déteste, donc une surchauffe pneumatique. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc il pourrait y avoir un petit avantage pour McLaren et Ferrari. Ce week-end on aura 3 séances d'essai, il y aura du roulage, donc les équipes pourront voir venir. En tout cas plus qu'à Austin. Je vous rappelle qu'on a amené de grosses évolutions sur la grille, les essais permettront de mettre tout ça en place. D'ailleurs, il y a un truc très important qui pourrait se passer ce week-end les gars, c'est que Ferrari pourrait doubler Red Bull pour la P2 au championnat. Et ça serait un sacré événement. La Scuderia est non seulement beaucoup plus en forme, mais surtout elle dispose de 2 pilotes affûtés qui scorent régulièrement. Ce qui n'est pas le cas de Red Bull, vous le savez. Il n'y a plus que 8 petits points d'écart entre les deux équipes au classement, et la dynamique elle est pour les rouges. Ils reviennent fort, ils scorent régulièrement comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On n'est pas à l'abri que la passation de pouvoir se fasse dès ce week-end. D'ailleurs, si c'est pas une bonne nouvelle pour Red Bull, ça en est une pour Max. Et oui, plus les Ferrari viendront prendre des points aux avant-postes, plus ça l'aidera pour gérer son avance. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Bref, on a un plateau très intéressant qui pourrait nous donner un spectacle de fou. Et ça, on adore. Lando Norris a un gros problème. Vous avez bien entendu et je vais vous expliquer. En fait, je me sens presque désolé pour ce pilote qui a une chance d'être titré. Peut-être la dernière d'ailleurs, c'est toujours possible. Même si j'aime pas trop voir les choses comme ça. Mais qui se fait brutaliser non-stop par son rival au championnat. Alors ça n'arrive pas tout le temps, évidemment,
mais dès qu'ils sont roue contre roue, on n'y manque pas. Je sais pas si vous avez remarqué, probablement vu vos réactions au débrief des USA, mais à chaque fois que Lando est à la bataille avec Max, il en sort perdant. Le problème pour lui aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas d'autre choix que de passer s'il veut être champion du monde. D'ailleurs, vu la situation, il ne peut pas faire que passer. Il doit mettre plusieurs voitures entre eux. Donc il a un problème. En fait, comme c'était le cas en Autriche, Max se débrouille toujours pour que Lando paye l'addition plus cher que lui s'ils se retrouvent ensemble sur la piste. Max, il défend extrêmement bien, il rend très compliqué le dépassement de son adversaire, et quand bien même l'autre arriverait à tenter une manœuvre, il le met à l'extérieur et le fait le dépasser en dehors des limites de piste. Vous savez de quoi je parle, c'est ce qui s'est passé à Austin. En gros, il est prêt à tout pour gagner, et il connaît très bien le règlement. En vrai, il est agressif, il est comme ça, et il l'a toujours été. Ce genre de situation fait ressortir la nature de chaque pilote, et Max est un grand champion qui ne laissera pas une miette à son adversaire. Comme Schumacher, comme Senna, c'est le même profil que vous le vouliez ou non. Il sait exactement quoi faire pour faire de ton dépassement un truc infaisable, de sa voiture au règlement. En gros, si ta caisse n'a pas une marge énorme sur la sienne, tu vas galérer à passer. D'ailleurs, en général, si la voiture en face est trop supérieure, il défend même pas. Rappelez-vous des Pays-Bas. Pareil, il perd très rarement le contrôle de sa voiture, il est très précis, et ça pour les stewards, au moment de prendre une décision, bah ça compte. Du coup, Lando doit s'adapter et c'est pas facile. Non seulement parce que c'est évident pour personne, mais surtout parce qu'il manque d'expérience à ce niveau-là. Attends, en 2021, pour battre ce Max-là qui n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, vous vous rappelez de ce qu'il a dû faire Lewis Hamilton? Ça demande une énergie folle. D'ailleurs, c'est à Silverstone qui commence vraiment à lui rendre la monnaie de sa pièce. Avant ça, il se faisait bouffer. Je dis pas qu'il faut le sortir à 250 à l'heure, jamais de la vie. Mais faut être ferme, quoi. Le problème de Lando, c'est que là, il a trop à perdre. En vrai, là, il fait 0. C'est fini. Les gars, Max Verstappen, il est dans sa tête. Il est dans la tête de tout le monde, en vrai. Si McLaren ne donne pas à Lando une voiture dominante, ou s'il n'a pas une épiphanie, il est cuit. Donc il doit essayer de réagir, de forcer sa nature, et de faire du max à max. Ou alors juste espérer que sa voiture soit au-dessus. Ce qui semble quand même être un gros pari. En plus de ça, je pense qu'il souffre aussi, peut-être probablement sans s'en rendre compte, du fait qu'il soit mis en dehors de la piste. Je dis pas que c'est pas bien, c'est clairement pas ça. Je dis juste que j'ai un peu l'impression que ça joue plus sur Lando. En fait, je suis pas sûr que ça soit dans l'esprit de Max quand il est dans la voiture. Concernant Lando, je sais pas. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. En vrai, là, c'est juste un ressenti. De manière générale, on a rarement vu des rivaux pour le titre qui étaient ultra potes. Ça serait dommage qu'il soit plus soft à cause de ça. Après, c'est son problème. En tout cas, j'espère pour lui et pour le spectacle qu'il trouvera une solution. Vous en pensez quoi, vous? Sergio Pérez aussi a un problème, et ce problème s'appelle Liam Lawson. J'en ai parlé la semaine dernière, et de toute manière, vous le savez, Red Bull envisage de remplacer son pilote par Lawson en 2025. Attends, quoi? Arrêtez, vous savez. Alors vous allez me dire que Yuki mérite plus, et sur le papier, je suis d'accord. Mais on l'a dit aussi, lui est considéré comme un indicateur, un étalon, plus qu'autre chose dans cette histoire. C'est un pilote poussé par Honda, les Japonais quittent Red Bull, il y a de grandes chances pour qu'il ne soit pas l'heureux élu. En tout cas, je vous l'ai dit, pour que Lawson prenne la place de Checo, il faut que les courbes se croisent. Donc Liam doit performer de manière exceptionnelle quand Checo reste moyen ou sous-performe. Ce qui a bien commencé à Austin. P9 pour Lawson en partant du fond de grille, c'est le genre de perf qui intéresse ses patrons. Alors Pérez roulait avec l'ancienne spec de la Red Bull, donc ne disposait pas des upgrades, ce qui a forcément compté, mais de l'autre côté, il s'est passé des choses. En fait, Liam, il a pas mal fait tout ce qu'il fallait pour se mettre en avant ce week-end. Il a roulé dans le bon rythme de course quand il le fallait, il a devancé son coéquipier, il a tenu la pression d'un Fernando qui lui en voulait, pas le plus sympa des ennemis non plus, et il a fait un truc en Q1 que vous n'avez pas vu mais qu'il faut souligner. Alors déjà, il avait des pénalités, donc il savait qu'il partirait du fond de grille. Il a donc utilisé la Q1 pour faire du roulage, mais il s'est dit, pourquoi pas montrer mon rythme? Ce qu'il a fait, en claquant un 1.33.339, qui ne sera pas battu par son coéquipier durant la session. P3 sur le segment, et boum! Un message passé à sa direction. Alors bien sûr, on va voir si ça continue. Yuki n'a sûrement pas dit son dernier mot. Mais bon, il met la pression sur tout le monde et c'est intéressant. Horner en a aussi remis une couche sur Pérez en disant qu'ils avaient besoin de lui. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Vous pensez qu'ils vont faire quoi chez Red Bull? La FIA est sous pression ce week-end, messieurs dames. Pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à Austin, j'imagine. Vous avez vu la course, vous avez vu le débrief. Vous êtes bien. Max Norris au virage 12 et la polémique. En tout cas, on a un problème, un truc assez relou. On l'a évoqué dans le débrief. En fait, le spectacle est gâché par le règlement. Pas par Max, pas forcément par les stewards qui appliquent les règles, même s'ils mettent soit beaucoup de temps, soit très peu de temps à prendre des décisions. Il y a une inconstance insupportable et terrible, mais par une règle stupide. Cette règle, elle implique que quand tu doubles à l'extérieur, si t'es pas largement devant à la corde, c'est pas ton virage. Max, il connaît hyper bien cette règle, et donc même s'il n'a aucune intention de prendre le virage, il va freiner hyper tard pour obliger l'autre à le doubler en dehors de la piste. Ça, c'est toujours une pénalité. Donc en vrai, Norris aurait dû lui rendre la position, mais à aucun moment il n'aurait dû être mis dans cette position par Max. Lui joue avec les règles, il aurait tort de ne pas le faire, mais en vrai ça gâche le spectacle pour tout le monde. C'est quand même fou qu'on en arrive à ce genre de situation, et que ce soit toujours la même chose avec le même pilote, sans que ça change. En vrai, on fait la course, et c'est les règles qui entachent tout ça.
C'est vraiment dommage. Je vous l'ai dit, on perd les professionnels et on perd les fans. C'est pas possible. Donc voilà, je pense que la FIA va devoir réagir pour éviter que ce genre de choses arrive à nouveau. Parce que je l'ai dit, ça fait un moment que c'est le cas, et en vrai, ça ne fait aucun sens. Vous imaginez si tous les pilotes se mettaient à exploiter cette zone grise? Ça serait le bordel total. Je pense qu'il va falloir sérieusement qu'ils se penchent là-dessus rapidement. De toute manière, au Mexique, on leur fera la réflexion. Affaire à suivre. Donnez-moi vos avis. Bon, sur Austin, Jean-Mi était complètement à côté de la plaque. Oscar Piastri qui laisse passer Lando Norris pour la victoire, j'étais loin du compte. On recommence au week-end. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuits, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et au Mexique, les gars, je vois bien une équipe faire son retour sur le devant de la scène. En plus, j'avoue, j'ai envie que ça arrive. Un team qui n'a pas connu la victoire depuis des mois et des mois, mais qui a gagné cette saison. Une voiture qui est habillée de gris. Et oui, mesdames et messieurs, ce week-end, c'est une Mercedes qui va s'imposer. Ça part de loin, mais vous l'aurez entendu ici en premier. Les cotes, c'est comment? Alors, pour la gagne, c'est hyper serré entre Charles, Lando et Max. D'ailleurs, c'est assez fou de voir ces chiffres-là. A noter que les Mercos sont quand même loin derrière. Et pour le podium, c'est Oscar Piastri qui tient la corde devant Carlos et les deux Mercedes. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux, c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Parlons un peu du circuit du Mexique. Là, on est sur un tracé assez mythique. Construit en 59, il a accueilli la F1 pour la première fois en 62 sur une course non officielle. Oui, avant, il y avait ça. Et le premier Grand Prix à proprement parler a eu lieu l'année suivante. Attention, le circuit est presque à 2 km au-dessus de la mer, ce qui le rend unique, et présente de grosses pleines charges ponctuées de gros freinages. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans l'immense ligne droite des stands de ce circuit de Mexico. Clairement l'une des plus longues de l'année. Ici, les pilotes pourront ouvrir leur DRS, bien entendu. Au premier virage, ça va freiner fort, mais il faudra garder de la vitesse quand même et remettre un peu de gaz avant de prendre le 2 et le 3. Et en sortie, c'est à fond sur le vibreur vers cette ligne droite où les pilotes auront à nouveau le DRS. Au numéro 4, c'est un gros freinage où on tombe en deux. Là, on va être vraiment sur un virage à basse vitesse, donc faudra de la motricité. Ensuite, on repart légèrement sur l'accélérateur avant de remonter sur les freins dès le 6. Là, c'est à fond le plus tôt possible. Au 7, on tombe de vitesse avant de repartir pleine balle jusqu'au 10 où on fera pareil. Là, on va avoir une petite pleine charge jusqu'au 12 où il faudra bien garder la corde. On entre maintenant dans le mythique stade avec 2 virages lents. Il faudra faire très attention au dernier virage qui est particulièrement compliqué. Ici, la traction sera primordiale. On remonte donc sur les gaz, on passe la ligne et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, il fera beau mais pas trop chaud. Samedi, pareil. Et dimanche, c'est la même histoire. Le programme du Grand Prix du Mexique. Vendredi à 20h30, on aura les FP1 et à minuit les FP2. Samedi à 19h30, ce sera les FP3 et à 23h les qualifs. Et dimanche à 21h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi après-midi, je serai en live pour pole position. D'ailleurs, on sera en physique à Lille lors du Winamax Poker Tour. Passez nous voir si vous êtes par là. Samedi soir, je serai sur Twitch pour les qualifs. Et dimanche, je commenterai la course en direct, toujours sur Twitch ou bien chez Winamax. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!